Bonjour à tous et bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite entre guillemets de la vidéo de la semaine dernière qui traitait du sujet du piège du PEA et en l'occurrence de la possibilité de perdre l'avantage fiscal du PEA face à des placements ayant un moins bon rendement. Effectivement, nous avons vu que seulement 1% de performance en moins sur une période de 20 ans suffisait à annuler complètement l'avantage fiscal du PEA versus un placement sur compte titre. Donc aujourd'hui, nous allons voir, est-ce qu'il est plus intéressant d'acheter un ETF sur le PEA ou un ETF équivalent sur le compte titre qui serait peut-être plus performant et surtout qui aurait moins de frais, car vous le savez, les ETF sur PEA sont souvent plus chers en termes de frais que leurs équivalents compte titre. Donc surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, car vous allez voir, la réponse risque de vous surprendre. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel de la finance, cette vidéo n'est donc pas un conseil en investissement, vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et investir comporte des risques de perte en capital. Ceci étant dit, commençons tout de suite par voir pourquoi est-ce qu'il faut mettre ces ETF sur PEA et en tout cas pourquoi est-ce que c'est une méthode qui est conseillée généralement. Tout simplement puisque, vous le savez, le PEA est une enveloppe très intéressante, notamment en France, pour sa réduction d'impôts et son format capitalisant. On va pas revenir dans cette vidéo sur les avantages fiscaux qu'offre le PEA, j'ai déjà fait une vidéo dédiée dessus, vous l'aurez en haut à droite et en description si elle vous intéresse. Mais nous avons démontré dans la dernière vidéo de dimanche dernier que le PEA peut être un piège si vous le privilégiez et si vous privilégiez l'avantage fiscal au détriment de la performance des actifs que vous y mettez à l'intérieur. Puisque seulement 1% de sous-performance par an pendant 10 ans peut totalement annuler l'avantage fiscal que propose le PEA. Et dans cette optique, je me suis posé la question, mais qu'en est-il des ETF? Car vous le savez, certains sont moins chers et sont plus performants sur compte titre. Donc est-ce qu'un ETF qui est moins cher et plus performant sur le compte titre peut arriver à annuler l'avantage fiscal du PEA? Auquel cas, il serait plus intéressant de prendre cet ETF sur le compte titre et le PEA serait alors une fausse bonne idée à long terme. Donc c'est exactement à cette question qu'on va essayer de répondre, à savoir quand est-ce qu'il est plus intéressant de sélectionner un ETF sur le PEA et quand est-ce qu'il est plus intéressant de sélectionner un ETF sur le compte titre. Premièrement, on va comparer les ETF S&P 500 qui sont pour moi le saint graal de l'investissement passif et un ETF qui suffit à lui-même pour n'importe quel portefeuille. Si vous ne deviez retenir qu'un seul ETF à vie pour votre portefeuille, ce serait, selon moi, le S&P 500. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo et aujourd'hui j'ai voulu prendre 4 ETF S&P 500, 3 sur le compte titre qui sont le SPDR S&P 500 avec le ticker SPY5 avec 0,03% de frais, le iShares avec 0,07% de frais, le Vanguard avec 0,07% de frais et l'ETF principal S&P 500 disponible sur le PEA, à savoir le BNP Paribas S&P 500 avec pour ticker ESE et 0,15% de frais. Et alors là, le résultat m'a vraiment étonné puisque sur une période d'environ 10 ans qui s'étend de 2014 à 2024, eh bien l'ETF PEA, à savoir le ESE de BNP Paribas, fait 9,44% de mieux que le meilleur ETF compte titre, à savoir le SXR8, donc l'ETF d'iShares. Donc ça c'est assez étonnant tout simplement parce que l'ETF de BNP Paribas possède plus de frais et sur 10 ans ça fait une performance d'environ plus 0,9% par an, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et ça s'explique car même si l'ETF de BNP Paribas est plus cher, étant donné qu'il est en réplication synthétique, il peut avoir tendance à surperformer son benchmark puisque les ETF à réplication synthétique ont tendance justement à avoir de meilleures performances que les ETF à réplication physique. Maintenant, passons aux ETF Nasdaq. Et ici, j'en ai sélectionné 3. Les deux premiers sont des Invesco dispo sur compte titre, le EQQX et le EQQB. Le EQQX a légèrement moins de frais à 0,2% vs 0,3% puisqu'il est en synthétique, alors que le EQQB est en réplication physique. Et ensuite, on a l'ETF PEA Lixor Nasdaq 100 avec pour ticker PUST et 0,3% de frais, lui aussi en réplication synthétique. Et ici, ce qu'on peut voir, c'est que pour le coup, le meilleur ETF PEA, à savoir le Lixor Nasdaq 100, le PUST, fait moins bien que son équivalent compte titre, le EQQX, à savoir moins 1,59% de performance sur 3 ans, soit une différence d'environ moins 0,52% par an. Donc ici, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que le petit gain de performance sur le compte titre arrive à annuler l'avantage fiscal du PEA ou pas? Et c'est ce que nous allons voir juste après.
Ensuite, pour le cas du MSCI World, un indice également extrêmement suivi, j'ai pris 3 ETF. Le iShares principal disponible sur le compte titre, à savoir le MSCI World qui a pour ticker EUNL et 0,2% de frais, et 2 ETF PEA, le iShares MSCI World avec le ticker WPEA et 0,25% de frais, et le MSCI World pour PEA de Amundi avec pour ticker CW8 et 0,38 de frais, donc lui pour le coup il est vraiment très cher. Et ici, ce qu'on constate, c'est que le meilleur ETF PEA, à savoir le CW8 de Amundi, fait moins bien que le meilleur ETF compte titre, le EUNL, sur une période de 14 ans, puisqu'il a moins 2,85% de performance sur cette période de 14 ans, soit une différence d'environ moins 0,2% par an. À savoir que ici, je n'ai pas pris en compte la performance de l'ETF de iShares sur PEA, le WPEA, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop récent. On a moins d'1 an de performance et donc on n'a pas du tout assez de recul pour pouvoir comparer sa performance. Et enfin, pour terminer, on a le MSCI India, et ici, ça va vraiment être un cas très intéressant, vous allez voir. J'ai pris 3 ETF, le Xtrackers MSCI India avec pour ticker XCS5 et pour frais 0,19, le iShares MSCI India avec pour ticker QDV5 et 0,65 de frais, et le Lixor MSCI India sur PEA avec pour ticker PINR et 0,85 de frais. Donc là, vous voyez que pour le coup, il y a une très grande différence de frais entre l'ETF PEA et l'ETF compte titre. Et ce qu'on constate ici en termes de performance, c'est qu'il y a vraiment un très grand écart, puisque l'ETF PEA, le PINR, fait moins 9,2% de moins que le meilleur ETF compte titre, à savoir le QDV5. Et étonnamment, vous voyez que ce n'est pas forcément le moins cher qui fait mieux sur le compte titre, à savoir le Xtrackers, puisque c'est bel et bien le iShares qui a la meilleure performance, à savoir ici sur les 6 dernières années, ce qui nous donne une sous-performance de l'ETF PEA d'environ moins 1,47% par an. Et là, vous voyez que c'est vraiment une sous-performance qui n'est pas négligeable pour l'ETF MSCI India sur le PEA. Et donc maintenant qu'on a vu un peu la différence de performance entre tous ces ETF, on va essayer de déterminer quand est-ce que le compte titre est mieux que le PEA. Déjà, on va prendre ici un placement de 10 000 € sur un rendement assez simple de 10% par an pendant 20 ans. Vous voyez le tableau à droite, et on a pris dans la colonne rendement des différences de rendement allant de moins 0,10 à moins 1% sur le PEA. Et vous pouvez constater qu'à partir de moins 0,8 de performance annuelle, je précise c'est bien la performance annuelle et non la performance totale, ça rend le PEA inutile face à un compte titre. Donc seulement 0,8% de performance en moins par an sur une période de 20 ans suffit à annuler l'avantage fiscal du PEA. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je ne m'attendais pas, même si je savais que 1% arrivait à annuler la performance du PEA, 0,8% c'est quand même relativement faible. Et je vous ai mis en plus ici 3 tableaux différents sur 3 périodes différentes. On voit que le premier tout à gauche est sur une période de 10 ans, et là on voit que sur une période de 10 ans, les intérêts composés n'ont pas suffisamment le temps d'opérer pour pouvoir annuler l'avantage fiscal du PEA avec des rendements différents. Puisque même en enlevant 1% de performance par an, l'avantage fiscal arrive toujours à gommer cette sous-performance. Par contre, sur une période de 20 ans, comme on l'a dit, on a moins 0,8% de performance qui suffisent à gommer l'avantage fiscal, et sur une période de 30 ans, c'est encore pire, puisque l'on a moins 0,6% de performance qui suffisent seulement à gommer l'avantage fiscal. Donc en fait, vous voyez vraiment que plus on avance dans le temps, plus on est sur des périodes longues, plus la moindre fraction de pourcentage en moins sur le PEA peut vraiment endommager votre rentabilité, puisqu'elle peut largement gommer l'avantage fiscal qu'offre le PEA. Et juste avant de passer à la conclusion, je vous rappelle que vous trouverez toutes les ressources nécessaires sur le site www.iqinvest.fr, à savoir l'accès à l'application IQ Invest, des entretiens individuels pour échanger avec moi sur votre stratégie et pour que je puisse répondre à vos questions, des liens de parrainage pour ouvrir un PEA et ou un compte titre chez les meilleurs brokers et gagner de l'argent au passage, la bibliothèque de l'investisseur pour retrouver tous les livres essentiels pour investir selon moi, et également le podcast Le CAF Rentable avec Jean de la chaîne J'investe, pour en apprendre plus sur la bourse et des investissements tous les lundis matin à 8h. Et je vous invite vraiment à aller suivre le podcast, on a des discussions très intéressantes, ça vous permet d'avoir un format un peu plus informel et on a de très bons retours dessus. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et à nous laisser des commentaires. Et maintenant, pour conclure, vous voyez donc déjà, premier point, que moins de frais ne veut pas forcément dire moins de performance du côté des ETF, puisqu'on le voit avec les ETF notamment India, l'ETF d'iShares fait mieux que l'ETF de Xtrackers, en étant pourtant plus cher d'environ 40 points.
Vous voyez également que les ETF synthétiques ont en général une meilleure performance que leur équivalent en réplication complète, donc ça peut être une fausse bonne idée de choisir des ETF à réplication complète, et j'ai envie de dire le risque n'est pas vraiment plus élevé sur un ETF synthétique, puisque dans tous les cas, vous passez par un intermédiaire, vous confiez votre argent à un gestionnaire d'actifs, et donc vous n'êtes jamais vraiment le propriétaire des actifs sous-jacents, que ce soit sur un ETF synthétique ou même sur un ETF à réplication complète. Donc pour le coup, si votre problématique c'est d'être vraiment le propriétaire de vos actifs, achetez des actions en direct, mais si vous passez par un ETF, un gestionnaire d'actifs et donc un intermédiaire, dans ces cas-là, que vous preniez un synthétique ou une réplication complète, n'a pas vraiment d'importance sur la sécurité de vos biens et vous devriez prendre plutôt un synthétique s'il a une meilleure performance que le physique. Ensuite, on voit, point très important, que seulement 0,8% de performance en moins par an pendant 20 ans permet d'annuler totalement l'avantage fiscal du PEA et que seulement 0,6% sur 30 ans suffisent également à annuler l'avantage fiscal du PEA. Alors je précise pour les sceptiques que j'ai bien pris en compte les différents taux d'imposition entre les deux enveloppes et qu'il s'agit ici uniquement de comparaison sur des ETF capitalisants. Évidemment que pour un ETF distribuant dans lequel vous réinvestissez les dividendes, ça sera probablement beaucoup plus avantageux sur le PEA. Mais ici, on parle de la majorité des ETF qui sont achetés, à savoir les ETF capitalisants. Et dans les ETF qui ont été comparés, vous pouvez voir qu'il est plus avantageux d'avoir le S&P 500 notamment sur le PEA, tout simplement parce que malgré ses frais plus élevés, l'ETF de BNP Paribas est plus performant. Le Nasdaq également ainsi que le MSCI World sont plus intéressants sur le PEA, car même s'ils performent légèrement moins bien que leur équivalent compte titre, leur sous-performance ne suffit pas à gommer l'avantage fiscal, mais par contre, vous pouvez voir qu'il est plus avantageux d'avoir le MSCI India sur le compte titre, car là pour le coup la performance du Lyxor MSCI India est vraiment catastrophique par rapport au iShares MSCI India, qui pourtant tous les deux sont en synthétique et traquent le même indice. Le iShares fait beaucoup mieux, notamment parce qu'il a légèrement moins de frais, à savoir 0,2% de frais en moins, mais aussi probablement parce qu'il a une bien meilleure tracking différence que le Lyxor MSCI India. Et donc la morale de l'histoire, c'est que même pour les ETF, comme pour les actions, il ne faut pas toujours aveuglément choisir le PEA, car l'avantage fiscal peut vraiment être très rapidement gommé par un manque de performance, et donc il peut être plus avantageux de sélectionner un compte titre dans certains cas très précis. Et voilà, merci à tous, merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu sous la vidéo. Dites-moi en commentaire quels sont les ETF que vous avez sur le compte titre et quels sont les ETF que vous avez sur le PEA. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aller me suivre sur Instagram @iq-invest.fr. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!